plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, en ce jour, en même temps pour ce nouveau numéro de votre émission Les Jeunes en parlent. Vous-même, vous savez qu'on ne pouvait pas laisser un samedi 8 mars sans parler, sans discuter vraiment de cette journée qui, pour nous, marque quand même un pas décisif dans cette lutte que nous faisons pour que toutes les femmes, pour que toutes les filles puissent jouir de leurs droits fondamentaux. Alors aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes, nous voulons donc discuter dans ce numéro de votre émission des Jeunes en parlent de la thématique qui a été retenue sur le plan mondial pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation. Qu'est-ce qu'en pensent mes pères jeunes? On va discuter également parce que nous sommes dans cette lutte et nous ne sommes pas que seulement des femmes, il y a des hommes qui sont engagés à côté. C'est pour cela que ce plateau n'est pas seulement féminin, mais nous accueillons donc en premier le féministe le plus féminin de tous les hommes qui existent. Bonjour Eric, comment ça va? Bonjour Dorcas, ça va et toi? Ça va super bien. Alors Eric, tonton Sourou, faut que je t'appelle sur le Sourou là. Le Sourou là c'est son nom. Comment ça va? Oui, ça va, je rends grâce à Dieu et très heureux encore d'être sur ce plateau pour parler justement de pourquoi nous sommes engagés et en tant qu'activistes. C'est très intéressant quand même de célébrer en ce jour ou bien de célébrer avec toi ce jour qui est si particulier, je veux dire, mais qui illustre encore cette manifestation de la volonté justement d'engager ou d'autonomiser les femmes, de leur donner accès à tout ce qui est ressources pour pouvoir se libérer du joug patriarcal. C'est parfait. Alors je le disais tantôt, dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls. Il n'y a pas que des femmes, mais il y a des hommes qui sont engagés. Eric, donc le modèle type. Et je le disais même, je pense que vous l'avez vu au niveau de la présentation, il est juriste et il est également féministe. Alors est-ce que ça ne dérange pas lorsqu'on dit que tu es féministe? Non, au fait, ce n'est pas dérangeant parce que en fait, ce que les gens ne comprenaient pas, quand il y a, pour moi personnellement, ça ne me dérange pas, mais il y a certains termes qui, justement, dans la lutte féministe ou bien dans le milieu féministe, les hommes féministes n'est pas toujours bien vu dans le milieu féministe. Donc, du coup, pour moi, les gens préfèrent personnellement aussi, d'être pro-féministe ou d'être un allié féministe. C'est l'expression qui est dédiée pour les hommes. Mais pour moi, en tant que m'appeler féministe, pro-féministe ou allié féministe, rien ne me dérange. Mais il faudrait quand même chercher l'origine du mot féministe. Le mot féministe vient justement d'une histoire banale où ce sont les hommes qui prenaient la cause des femmes qu'on les appelle féministes. C'est-à-dire, tu fais comme les femmes. Donc du coup, c'est venu là, en fait, pour l'histoire. Donc, le premier mot qu'on a prononcé, le mot féministe, c'est les hommes, c'est-à-dire envers les hommes. Ce n'est pas envers les femmes. C'est envers les hommes, justement, qui prenaient la défense des femmes, qu'on accusait d'adultère, qu'on accusait de ceci, qu'on accusait de cela. Donc, c'est envers ces hommes-là, justement, qu'on a adressé pour la première fois ce mot féministe. Donc, donc en réalité, c'est votre nom. En vrai, ça ne devait pas déranger les hommes si on les appelait comme ça. Bon, les hommes qui sont engagés. Non, en réalité, c'est une insulte au fait. C'est-à-dire, en fait, c'était une insulte à la base. C'est dit que tu es comme une femme. Donc, comme on dit, comme tu es comme une femme, dans les féminins, justement, comme une femme. Donc, du coup, vous savez la place de la femme dans la société qui est déjà derrière et tout. Donc, quand on appelle un homme féministe, c'est que c'est un homme qui est derrière, quoi. Donc, qui n'est pas un vrai homme et tout. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, dans l'histoire, c'est que les féministes, même les femmes se sont accaparées de cette insulte-là. C'est une spécialité des féministes. Hein. C'est-à-dire, quand vous les insultez, on prend les insultes, on se l'accapare, comme les négresses féministes, même d'ailleurs au Togo, notre communauté. Les négresses, le féminisme n'est pas pour les noirs. Donc oui, les négresses féministes se sont accaparées de cette insulte-là, de négresses et de féministes. Et on s'est donné le nom pour la lutte. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça évoque lorsque, docteur, vous trouvez quand même qu'il y a des hommes qui sont engagés pour la cause dite, la cause féminine, la cause de la femme? Est-ce que ça dérange? Non, normalement, ça ne devrait pas déranger. Pourquoi? Pour moi, je dis, nous sommes des humains, nous avons les mêmes droits, nous sommes égaux. Si un homme décide de porter haut une cause qui est attachée à la femme, c'est vraiment noble et c'est à saluer, quoi. Pourquoi? Malheureusement, dans nos sociétés africaines, le patriarcat reste et demeure d'actualité. Du coup, lorsqu'un homme se lève et porte cette cause féminine-là, je pense que dans les oreilles des autres hommes, ça a plus d'écho.
oui. Parce qu'on se dit non, toi femme, pourquoi? Mais si derrière, il y a un homme qui se rattache à cette cause, on peut dire bon, on pense qu'il est temps de regarder cela avec plus d'intérêt. Donc oui, il y a des hommes pro-féministes. C'est une très bonne chose parce que nous les femmes, nous pouvons le faire. Mais on dit les alliés, c'est-à-dire les différentes parties prenantes. Lorsque on est ensemble, on est plus fort, quoi. Donc oui, être pro-féministe, c'est une très bonne chose. Et je dirais que ces personnes-là qui rient, c'est juste parce qu'ils ne sont sûrement pas un jour retrouvés dans une situation où ils ont été moqués en retour, au fait. C'est vrai. Alors, quand on parle du 8 mars, en même temps, on pense directement à la femme. Il y a même des gens qui vont même jusqu'à dire que c'est la journée de la femme. La femme ne prépare pas, le monsieur doit aller à la cuisine. On voit quand même dans nos familles, hein, même avant que je ne grandisse et que je ne comprenne même l'essence. À ce moment, on dit que non, la maman disait que non, que c'est notre journée aujourd'hui. C'est papa qui doit aller à la cuisine. Il y avait quand même de petites choses, etc. et tout. Quelle est la réelle histoire derrière même cette journée du 8 mars? Est-ce que c'est une fête? Est-ce qu'on doit porter des jolies pannes comme ce que j'ai noué à la tête? Que la direction de la télé a bien voulu offrir vraiment à toutes les femmes de la chaîne Santé sur Dr TV. Merci beaucoup, ça me touche profondément. Alors, est-ce que vraiment ça se résume à ça? Il faut mettre donc de chic pailles sur la tête, rester là, monsieur prépare le seul jour de l'an, etc. et tout. Eric. En réalité, je sais pas comment le dire ce mot, mais ça me désole quand même qu'on résume 8 mars à cela. Et bon, d'une part, hein, c'est une réalité dans notre société, dans cette société que je ne jamais, je ne vais pas écarter de ce système patriarcal parce que quand vous comprenez comment on l'appelle, la racine du système patriarcal, vous devrez savoir que ce n'est pas un système qu'on peut déraciner dans 10, 3 ou 5 ans ou dans 100 ans et tout. Donc, il faut beaucoup prendre de temps justement pour déraciner cela. Et vous allez voir, la plupart des fêtes justement, que ce soit les fêtes des mères et tout, ce sont des fêtes qui sont détournées de leur essence. Qui sont détournées de leur essence où le capitalisme rentre dedans. Le capitalisme est fils du patriarcat. En réalité, c'est un peu ça. Donc, quand on arrive à vous avoir par là, c'est-à-dire on détourne votre attention sur l'essentiel. Et c'est de ça qu'est devenu 8 mars. 8 mars, à l'origine, c'est justement une idée, une journée pour réfléchir sur la lutte. C'est-à-dire, d'une part, oui, où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et quelle stratégie il faut mener? S'asseoir sur une table et réfléchir sur la lutte féministe, sur la libération de la femme, sur l'égalité, sur l'autonomisation de la femme et sur l'accès des femmes à tout ce qui est droit, au fait. Donc, comment nous devrons mener la lutte pour que les femmes aussi aient accès à leurs droits. Et en réalité, c'est une journée de, oui, on a lutté. Oui, mais on a lutté, on voit que oui, il y a eu des réussites, il y a eu des échecs, mais réfléchissons maintenant pour tirer une leçon, pour voir comment nous pouvons reprendre la lutte, comment nous pouvons orienter la stratégie. Mais vous savez, je l'ai dit tantôt, le système patriarcal ne veut pas cela. Et pour vous disperser, et le capitalisme rentre dedans. Et il vous finance clairement, c'est-à-dire vous donne des ressources nécessaires pour fêter, pour boire et tout. Et vous oubliez l'essentiel. Parce que les travailleurs, par exemple, 8 mars, c'est justement aller revendiquer leurs droits salariales, c'est-à-dire le droit à l'égalité salariale et le droit à comment on l'appelle, accès à des toilettes, à un cadre de vie sain pour les femmes. C'est ce que devrait être ce jour de 8 mars. Mais quand la direction vous dit vous avez des fêtes, venez fêter et tout, vous oubliez vos revendications. Et même si vous allez faire des discours, vous allez dire non, le discours que nous allons faire, il ne faut pas offenser la direction, il faut aller poser. En réalité, c'est un peu ça. Ouais. C'est pour ça que moi je dis quand le capitalisme rentre dedans, le premier allié ou bien le premier fils du patriarcat, c'est que tout est parti en cacahuète. C'est vrai quand même. Malheureusement. C'est vrai quand même. Mais d'un côté aussi, je me dis, est-ce qu'on ne va quand même pas célébrer les efforts?
Si. Est-ce qu'il ne faut pas célébrer les acquis? Parce que quoi qu'on dise, des fois quand je suis les nouvelles, je me dis, je rends grâce quand même d'être au Togo. Oui. Parce qu'apparemment, quand on prend les filles, peut-être qui sont dans les régions, excusez-moi, les régions peut-être qui sont musulmanes, qu'on prend le Sahel, qu'on prend les talibans, il y a beaucoup de filles là qui vivent des situations très compliquées. Donc, est-ce qu'il ne faut quand même pas accepter, nouer joli pagne sur la tête, tout coup de chicane comme ça, et dire que, voilà, on a fait au moins pas. Pour ma part, c'est vrai, on continue la lutte, on fait un point, mais il faut quand même célébrer ce qui a déjà été fait. Justement. Parce que oui, nul aurait été ces luttes-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, quand même fait un point, dit par exemple que voilà, on a lancé le projet par exemple zéro grossesse en milieu scolaire. On a remarqué qu'au cours de l'année, effectivement, dans les lycées où il y avait tellement de grossesses, il y a des trucs qui ont régressé. Pourquoi ne pas primer ces jeunes filles-là? Pourquoi ne pas mettre à leur disposition telles ressources? Pourquoi ne pas faire d'elles des championnes, ainsi de suite, ainsi de suite? Oui. On fait la liste, mais on fait un point et on célèbre ce qui est passé. Maintenant, en célébrant, n'allons pas dans l'excès. L'excès, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais prendre l'exemple du continent. Les femmes fêtent, elles deviennent ivres, elles font du n'importe quoi à la maison, elles tiennent des langages vraiment déplacés à l'endroit du mari. Parce que oui, on dit qu'il faut que le mari prépare à la maison ce jour-là. Mais c'est où c'est écrit quelque part que c'est à la femme de préparer 365 jours. Moi, je me dis, un couple, c'est un couple. Vous avez un système de fonctionner. Vous fonctionnez comme ça. Pourquoi c'est automatiquement ce 8 mars-là qu'il prépare et pourquoi pas le 1er janvier? Donc, déjà, je me dis, toi, femme, connais-toi, connais tes droits. Et c'est comment tu peux revendiquer des trucs dans ton foyer. Et n'attends pas le 8 mars pour dire, monsieur, aujourd'hui, là, je sors avec mes copines, je vais boire. Tu prépares, tu t'occupes des enfants. Demain, je redeviens la femme soumise. En fait, c'est ça. Donc, moi, je me dis, les hommes, comment ils vont nous prendre au sérieux? Parce qu'ils se disent, OK, elle a dit le 8 mars, donc je fais ce qu'elle veut que je fasse. Et le lendemain, la bêtise reprend et puis on continue quand non. C'est vrai quand même. Je pense qu'au-delà de célébrer, il faut quand même célébrer les acquis. Il faut être reconnaissant et reconnaissante surtout. Et il faut en même temps prendre du temps pour réfléchir. C'est la journée, c'est notre journée où il faut profiter du cadre pour pouvoir prononcer des discours poignants dans nos cadres, pour pouvoir créer des cadres qui sont quand même assez conviviaux pour nous. Même si nous, on ne voit pas les résultats de façon palpable, la jeune génération, la génération qui va suivre, pourra donc expérimenter ces résultats. Alors, la thématique dit, pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Qu'est-ce que cela évoque en toi, Eric? Cela évoque beaucoup de choses. Cela évoque beaucoup de choses parce que pour arriver à l'égalité, il faut un chemin. Et chaque année, on essaie quand même d'avoir des thématiques de discussion, de réflexion. Et la thématique ou bien le thème de cette année c'est un thème très évocateur pour réfléchir justement sur, nous voulons aller à l'égalité, mais par quel chemin nous devrons passer. Et justement, pour arriver à cette égalité, il faut justement avoir accès à ses droits. Voilà, c'est un peu ça, c'est-à-dire réfléchir où en est l'état des droits des femmes aujourd'hui. Où en sommes-nous? Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à accès équitable, accès aux ressources et tout et tout. Donc, droit économique, en tout cas, tout ce qui est de droit, où en sommes-nous aujourd'hui? Il faudrait quand même qu'on réfléchisse là-dessus. Parce que le chemin vers l'égalité, c'est un chemin, en tout cas, qui ne serait pas si tôt, mais où il faudrait quand même qu'on réfléchisse là-dessus. Et justement, c'est une journée aussi, ou bien c'est un thème aussi qui appelle à une réflexion sur la capacité de pouvoir s'autonomiser. Moi, je dis s'autonomiser parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, les luttes de libération ne sont pas des luttes où on se dit, oui, prenez et donnez, c'est-à-dire, prenez, bon, prends et je suis libre, quoi. Non, c'est-à-dire, la liberté s'arrache au fait. Donc, oui, pour s'autonomiser, il faut s'équiper. Et s'équiper, c'est justement avoir accès à ces ressources-là, revendiquer ses droits. Et pour moi, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est une journée justement pour revendiquer les droits et pour dire non que oui, aujourd'hui, nous aussi, nous avons besoin de ressources nécessaires pour pouvoir être à ce niveau d'égalité, pour pouvoir être à ce niveau de capacité, et à pouvoir subvenir à nos besoins, à pouvoir être les acteurs ou actrices, justement, excuse-moi, actrices de développement, et parce que on ne peut pas laisser les femmes de côté,
personne de côté parce que pour atteindre les objectifs de développement durable, il faut tous les acteurs et les actrices dont les femmes ont une importance dans la marche vers l'atteinte des ODD. C'est très quand même détaillé. Hein. Moi, ce qui m'a marqué mon attention, bon, je vais te laisser peut-être intervenir sur la thématique aussi avant de le faire. Non. Qu'est-ce que cela a évoqué en vous peut-être d'apprendre cette thématique? C'est que moi, je me dis que les décideurs, ou bien, c'est ça, les décideurs, ont compris que la femme ou bien la jeune fille a une place dans le développement économique du monde. Pourquoi? Parce qu'une femme qui se connaît, une femme qui a des ressources, une femme qui a accès à ce qu'il faut, elle est libre, elle peut s'épanouir, elle peut développer ses acquis et donc participer au développement économique de son pays à travers sa propre autonomisation. Donc oui, les droits, égalité, on a le accès, c'est-à-dire j'ai une fille et un garçon à la maison. La fille, en matière de tâches ménagères, elle fait la même chose que son frère. Ils ont le même droit, ils vont à l'école ensemble. Une fois qu'ils grandissent, je ne décide pas de dire, toi la fille, tu deviens couturière, ton petit frère sera médecin, non. Vous voulez faire médecine ensemble, allez-y ensemble. Ou bien la fille veut faire médecine, le garçon veut faire par exemple un truc, comment je vais dire, coiffure. Je ne vais pas dire non, c'est toi la fille qui doit faire coiffure, non. Va faire ta médecine. Une fois que vous finissez votre formation de médecine, vous avez accès, vous avez les mêmes opportunités d'avoir des postes. Et à poste égal, vous avez le même salaire. Parce qu'il y a malheureusement des sociétés où les femmes sont moins payées que les hommes. Voilà. À poste égal, à compétence égale, ça fait même mal. Salaire, voilà. Et au-delà de cela, quand je vois tout cela, je me dis, ah, si j'ai pu traverser la maison, j'ai traversé les études, j'ai traversé le boulot, je peux viser un peu plus loin. C'est-à-dire, arriver à des postes de responsabilité, avoir assez de femmes. C'est ce que le message dit en moi, c'est-à-dire, on a les mêmes droits. L'égalité au niveau des droits, l'égalité à l'accès, on est autonomisé et ainsi, on participe pleinement au développement économique de tout ce qui est autour de nous. Oui, c'est ce que le thème évoque en moi. En tout cas, moi, ce qui m'a personnellement marqué, c'est le tout quand même qu'ils ont, si on voit sur toutes les affiches, même dans l'écriteau, ils ont essayé de marquer le tout là en gras. Et moi, ce qui me dit, tu l'as peut-être dit dans ta présentation, dans ta prise de parole, c'est de ne laisser personne pour compte. Ça veut dire que lorsqu'on dit tout, et j'ai apprécié aussi le fait qu'on a scindé les femmes et les filles. Cela voudrait dire qu'on a compris quand même que la femme, elle a quand même ses droits, mais les filles également, lorsqu'on revient au niveau des filles, il y a beaucoup quand même de combats qui sont en cours actuellement, qu'il faut mener pour ces dernières. Et le tout, comme je le disais en gros, c'est de ne laisser personne pour compte. Quand on prend les femmes en situation de handicap, les femmes les femmes déplacées, les femmes migrantes, les femmes qui sont en situation de guerre, les femmes en milieu rural. Il faut quand même qu'on pense dans nos stratégies à pouvoir toucher chacune de ces femmes. Personne, donc c'est que personne ne doit laisser en derrière. Tout le monde doit rentrer dedans. Donc moi, en fait, quand je lisais, je me disais que pourquoi ils ont mis le tout en gras? Il faut quand même que dans nos actions, dans nos réflexions, qu'on ne pense pas uniquement à nous, mais qu'on pense également à la génération qui nous suit, à d'autres femmes qui sont peut-être beaucoup plus vulnérables que nous. Et le docteur même le disait tantôt, à poste égal, à compétence égale, il y a des personnes qui n'ont pas le même salaire. Et vous serez même choqué que le RH ou le comptable de cette société, c'est une femme. Et ça ne lui dit absolument rien. Parce que tant que moi j'ai mon salaire, bah, ça va. Il faut souffrir. Hein. Il vous dira, ah là, nous-mêmes quand on est arrivé là, c'est comme ça on a souffert un peu, maintenant on a grandi. Non, il faut vraiment que ce soit une idée. Genre, je pense tout le monde, toutes les femmes, toutes les filles, toutes les femmes dans la compagnie, toutes les femmes dans la structure, c'est que actuellement là, c'est qu'on avance ensemble, mais dans la veille. C'est comme ça vraiment j'ai vu la dynamique. La dynamique du travail ensemble, de collaborer ensemble, d'avancer ensemble, de grandir ensemble, d'arracher la liberté là ensemble. Ouais, c'est ça. On va le faire. Alors Eric, quel est l'état qu'aujourd'hui qu'on nous demande de faire en état des lieux? Qu'est-ce que tu vas dire en matière de droits des femmes, droits des filles? Est-ce que tu penses qu'on a grandi de 10 ans? On a posé 10 pas de géant. Non, je crois que depuis un certain temps sur ce plateau, j'essayais d'être un peu dur. Mais aujourd'hui, je vais être un peu gentil pour dire qu'on a fait un pas. Un grand pas, un grand pas, hein, parce que quand je le dis, je suis sincère, parce que quand on regarde en arrière, parce que le Togo, et moi je le dis sincèrement, quand on compare à d'autres pays de la sous-région et tout,
cette volonté justement de pouvoir changer les choses, il y en a. Il y en a. C'est-à-dire, quand vous prenez le cadre juridique et législatif au Togo, les dispositions sont prises. Pourquoi c'est écrit? Oui, en fait, c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est-à-dire, quand je prends en tant que juriste, que j'analyse tout ça là, je dis non, qu'est-ce qui empêche justement cette égalité? Qu'est-ce qui empêche de faire la marche? Et peut-être on en reviendra et peut-être on donnera la cause. Qu'est-ce qui en fait? Mais en réalité, pour nous, quand on prend le code de la famille, quand on prend le code pénal, quand on prend les dispositions dans ces codes-là, qui protègent justement les femmes, qui donnent une sorte, que je le précise, sorte d'autonomisation aux femmes, de pouvoir décider, de pouvoir faire ceci et cela. Et je crois qu'on fait justement un bond en avant qu'on peut apprécier. Mais je reviens toujours sur ça parce que c'est très délicat que oui, les cadres sont là, les dispositions sont là, mais l'application reste toujours à discuter. Ça, c'est vrai quand même. Alors, est-ce qu'il y a des changements que vous avez observés personnellement au cours de ces dernières années en matière de droits des femmes? En matière de droits des femmes, je dirais qu'il y a des changements, comme M. Sourou vient de le dire, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Lorsque je prends par exemple le gouvernement actuel, il y a assez de femmes dans le gouvernement actuel, ce qui n'était pas le cas il y a de cela quelques années. Lorsque je prends les députés, il y a assez de femmes qui sont députées. Lorsque je prends dans le domaine de la santé, il y a assez de femmes qui sont médecins. Il y a assez de jeunes filles en faculté de médecine qui veulent devenir médecins. Lorsque je prends, que ce soit les sciences, que ce soit informatique, mathématiques, physique, il y a assez de femmes. Mais là, je suis en zone urbaine. Qu'est-ce qui se passe en zone rurale? C'est là le problème. Parce que, comme tu l'as dit, le tout. Si on veut vraiment tenir compte du tout qui est dans le thème de cette année, on est très loin du compte, malheureusement. Je prends juste le cas du cancer du sein qui me tient vraiment à cœur. Actuellement, la plupart des décès qui sont enregistrés dans les cas de cancer du sein surviennent dans les zones rurales. Parce que malheureusement, dans ces zones, il n'y a pas assez, l'information ne passe pas. Il y a la mésinformation, il y a la mauvaise information. Les femmes ne vont pas à l'hôpital, elles continuent par croire que c'est de la sorcellerie, c'est de l'envoûtement, ça n'existe pas. Du coup, elles ne vont pas à l'hôpital, elles ne sont pas diagnostiquées tôt, elles ne sont pas traitées et elles décèdent. Lorsque je prends l'accès aux soins maternels de qualité, en zone rurale, ce n'est pas encore ça. Lorsque je prends l'éducation, tout ce que j'ai dit, oui, on peut devenir médecin, tout ça c'est Lomé, Notché, Tchévier. Mais lorsque je vais un peu plus reculer, ce n'est pas ça. Donc oui, il faut qu'on réfléchisse de manière plus inclusive. Si on veut que la lutte soit vraiment ce qu'elle devrait être, il faut qu'on réfléchisse de manière plus inclusive, c'est-à-dire comment mettre sur pied des programmes qui rassemblent tout le monde. Et c'est là le temps encore de féliciter l'association IAO pour ce qu'elle fait parce qu'elle ne se limite pas juste à Lomé. Elle va à l'intérieur du pays, elle va dans les fins fonds, les coins pour essayer d'apporter l'information. Donc oui, on a avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que comme on a dit, nous sommes égaux. La jeune fille qui est née dans un village n'a pas demandé à naître dans un village, mais elle a le droit d'avoir tout ce dont elle a besoin pour pouvoir être épanouie et donc développer son plein potentiel. Donc moi, je me dis oui, on a avancé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. D'accord, c'est super. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a avancé. Mais si on veut vraiment toucher le tout là, il faut qu'on pense également à ces laissés pour compte, à ces femmes qu'on a laissées derrière, qu'on retourne les chercher pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, Sourou, est-ce que tu veux intervenir également par rapport aux besoins? Mais on peut aller aujourd'hui à ce que vous pensez être les droits essentiels qu'on doit peut-être mettre en priorité dans nos revendications, les droits des femmes et des filles. Oui, docteur l'a si bien dit tout à l'heure, parce que les droits qu'on pourrait justement y mettre l'accent, c'est ça que le docteur vient de citer tout à l'heure. Droit à l'éducation, droit à la santé, c'est-à-dire droit équitable à des services économiques, droit économique tout à l'heure. Quand vous prenez ces trois droits, c'est-à-dire je ne vois pas ce qui pourrait être plus important que ces droits. Et justement, elle a si bien cité que je ne sais pas comment les orienter encore, parce que pour devenir médecin, pour avoir des postes de responsabilité. Parce qu'en réalité, il faut faire attention. Parce que quand on discute aujourd'hui, par exemple, c'est ce que les gens disent aussi, et se dit non, on pointe du doigt la compétence des femmes.
C'est-à-dire, on se dit, par exemple, dans cette commune-là, il faut nommer des femmes. On dit non, on a cherché, mais les femmes-là occupent ces postes déjà, c'est-à-dire les gens qui sont diplômés, mais on ne trouve pas de ressources pour pouvoir. Donc, c'est l'argument qu'on nous donne, c'est-à-dire, même si c'est un argument aussi bidon, mais c'est l'argument qu'on nous donne. Mais pour arriver à ces postes de responsabilité dont nous promouvons justement, dont nous souhaitons de si grand intérêt, c'est justement il faut fréquenter. Et ça, il faut avoir cet accès à une éducation de qualité et à une éducation, pas seulement de qualité, mais une éducation inclusive, une éducation qui donne le cadre de vie essentiel à ces apprenantes, à ces élèves de femmes, filles, de pouvoir aller loin à l'école. Parce que, vous savez, quand vous prenez les statistiques de l'éducation aujourd'hui, quand on va vous sortir, on va dire que quand vous prenez le cours primaire, c'est beaucoup, les filles, les jeunes filles sont plus nombreuses que les garçons. Mais au fur et à mesure qu'on avance, il y a des abandons scolaires où les filles deviennent En réalité, c'est un peu ça. Donc, comment justement faire pour que les filles aussi, pour que ça ne vienne pas aussi 10 filles au cours primaire jusqu'au niveau au lycée, on en trouve 2 ou 3. Donc, pour qu'on n'arrive pas à cela. Donc, c'est vraiment très important qu'on crée le cadre de vie scolaire qui est plus inclusif, qui est participatif, qui donne justement cette capacité aux filles et aux femmes d'apprendre un peu plus. Et il y a aussi le domaine de la santé. Et vous êtes bien placé, docteur Dassi bien dit tout à l'heure. Et quand vous allez dans les zones rurales, que moi, je crois, chaque année, je fais le tour du Togo aussi pour constater le terrain, pour voir ce que les gens vivent. Et c'est quand même déplorable hein, quand vous voyez les conditions et quand vous écoutez même les gens et tout. Je crois que ça reste beaucoup de choses à faire. Et si on met l'accent là-dessus, je crois justement qu'on fera un grand effort où on arrivera si loin dans la promotion ou bien dans la lutte pour l'égalité. En fait, c'est vraiment très important. Et le troisième droit que je citais tout à l'heure, c'est le droit économique, par exemple. Et le droit économique, c'est ça qui appelle à l'autonomisation. Et c'est très important. Et pour s'autonomiser, ça veut dire avoir les ressources nécessaires. Par exemple, quand je vais toujours dans les zones rurales, hein, par exemple, l'accès à la terre, par exemple. L'accès cultivable, c'est-à-dire, ce sont les hommes qui ont des hectares et tout, on donne une petite parcelle à la femme de cultiver, par exemple. Et elle n'a pas le droit d'hériter la terre, n'a pas le droit de faire ceci, n'a pas le droit de faire cela. Mais en réalité, c'est quand vous voyez, même si c'est elle qui cultive, tout ce qu'elle a cultivé, ça va rester à manger. Mais c'est pour l'homme qui va aller au marché pour aller vendre, pour prendre l'argent dans la poche et tout. Mais pour la femme, c'est justement pour nourrir la famille. Donc oui, le droit économique va dans ce sens aussi, où on pouvait justement... je crois, et je le dis aussi, que je dis qu'on a fait un grand effort quand je prends du cadre législatif et juridique, où cette limite-là de pouvoir limiter les femmes à avoir accès à la terre est déjà révolue, où on a déjà avancé sur cet aspect. Mais la pratique sur le terrain, c'est quand même autre chose. Quand vous allez dans les zones, ça dit, c'est un peu ça. C'est pour ça que moi, quand les gens sont à Lomé et parlent, moi je dis, est-ce que, à part Lomé et Tchédié, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, est-ce que tu es allé dans les zones rurales? Tu es allé, par exemple, je sais, à Parata ou quelque chose dans une ville là-bas pour voir la réalité des choses. Donc c'est un peu ça. Donc il est très important quand même qu'on arrive à mettre l'accent sur ces droits, droit à l'éducation, droit à la santé, droit économique. Et je crois que si on arrive à mettre l'accent sur ces droits-là, on pourrait justement avancer vers cette autonomisation, vers cette égalité dont nous rêvons tous. C'est ça. Et là, la question que je me pose, c'est pourquoi ce gap, pourquoi ce déficit en milieu rural? Je dirais premièrement que, vous voyez, je ne vais pas dire que le pouvoir est concentré en zone urbaine, mais c'est que lorsque des potentiels investisseurs, bien des personnes extérieures viennent dans un pays, par exemple au Togo, si quelqu'un vient, il va venir soit à Lomé, soit à Kara, soit à Sokodé, soit à Ného, à Kpalimé, voilà. Donc du coup, je réfléchis un peu, je me dis, si on doit venir chez moi et qu'on va venir par exemple visiter mon salon, je dois tout faire pour que mon salon soit présentable. Si dans la chambre, c'est sale, je sais que personne ne va entrer dans la salle. C'est comme ça que moi je raisonne. Donc je me dis, c'est la raison pour laquelle on concentre tous les efforts sur les zones urbaines et on oublie un peu les zones rurales. Ce qui pour moi n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que dans ces différentes zones rurales, il y a des maires, il y a des préfets, il y a des autorités qui pourraient
je dis bien qui pourrait, mettre sur pied ou bien rédiger des plaidoyers pour dire, j'ai remarqué que dans ma zone, par exemple, il y a trop de femmes qui meurent lorsqu'elles donnent la vie. Est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, mieux équiper la maternité, mieux faire ceci, mieux faire cela? Et au-delà de cela, dit bon, les médecins là, ils ne veulent pas venir en zone rurale parce que. Comment rédiger un truc pour qu'on puisse améliorer leurs conditions dans ces zones-là? Ça, c'est côté santé. Je prends le domaine de l'éducation. C'est la même chose. Hein. À Lomé, on a des enseignants impeccables et tout, mais à l'intérieur, quel enseignant va vouloir aller à l'intérieur? Lorsqu'il sait que peut-être le salaire qu'on lui donne n'arrive même pas à subvenir aux besoins de sa famille qui est restée à Lomé. Autant ne pas y aller. Et du coup, les jeunes dans ces zones-là souffrent et n'ont pas accès à la bonne éducation. Quand je prends par exemple le droit à la protection, moi je me dis, on a oublié ce droit-là qui est très important. Parce que oui, j'ai droit à l'information, à l'éducation, à la santé, mais si je ne suis pas protégée, attention, il y a un problème. À Lomé, il y a des numéros verts. Si par exemple je suis agressée, je peux appeler tel numéro. Il y a des associations qui militent et tout. Voilà. Mais à l'intérieur, il y a des jeunes filles qui sont agressées sexuellement. Que ce soit le viol, que ce soit l'inceste. Mais personne ne documente cela. Elles souffrent comme ça et puis ça reste comme ça. Moi, je me dis, c'est le temps de faire un remue-ménage. On est actif, mais essayons de voir dans quelle mesure développer ces programmes-là un peu plus également dans ces zones. Mais comme on dit, nous sommes des humains, on doit vivre, on doit manger, on doit être à l'aise. Mais comment ces différentes parties prenantes peuvent vraiment marcher main dans la main pour faire bouger? Parce que sincèrement, moi, ça me choque des fois quand je reçois une dame qui sort d'une zone tellement reculée parce qu'elle devait accoucher par césarienne, le pronostic n'a pas été fait et malheureusement, elle arrive dans un état pitoyable où tu ne peux plus rien faire. Normalement, actuellement, on ne devrait plus mourir comme ça. Oui. Les décès évitables dans la mortalité maternelle demeurent encore élevés, ce qui n'est pas normal. Parce qu'on dit 2030, nous sommes en 2025. Est-ce qu'en 5 ans, on pourra vraiment atteindre l'objectif 3.1 des ODD? Je ne sais pas. Mais pour le faire, il faut qu'on pense vraiment aux zones rurales. Il y a assez d'acteurs dans les zones urbaines. Comment faire pour aller en zone rurale? Je pense que c'est sûr. Ça que dans les différentes discussions, on devrait mettre au centre pour dire comment y aller, quoi. Ça, c'est vrai. Hein. Et là, je me pose la question, bon, qu'est-ce qui fait peur dans les zones rurales? Pourquoi on a l'impression, et ce que le docteur a dit, c'est très, très vrai. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'on se dit qu'on veut faire l'inauguration d'un projet, même si dans le projet, il y a des sites qui sont en milieu rural, on fait l'inauguration en ville. Lorsqu'il faut faire la cérémonie de clôture, on fait la cérémonie de clôture en ville. Lorsqu'il faut faire peut-être si ça, on le fait en ville. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu rural? Pourquoi c'est si, je ne sais pas, je ne sais pas quel bon terme utiliser maintenant, étant donné que actuellement nous sommes, la liberté après expression n'est pas... Non, en fait, si c'est... Tu as compris ce que vous voulez dire. Non, en fait, il n'y a pas... En fait, je ne crois pas qu'il y a une peur. Justement, parce que c'est la politique. C'est ce que moi je le dis, le docteur l'a dit tout à l'heure. Heureusement, aujourd'hui, on a la décentralisation qui est en marche. Il y a les préfets, il y a les maires, tout ça dans ces localités. C'est justement maintenant qu'il faudrait mettre les accents et élaborer des politiques de développement qui incluent cela. Parce que heureusement aussi qu'aujourd'hui, je crois qu'on a un ministère de désenclavement rural. Et c'est très important. C'est ce qui fait, et justement, pour moi, l'accès à ces zones rurales, en fait. C'est ce qu'il fait, parce que quand ils sont dans leur voiture, je crois, ces autorités-là dans leur voiture, c'est qu'ils ne peuvent pas aller dans ces zones de peur, peut-être que leur voiture se gâte, ou bien qu'il arrive à avoir des pannes où ne peut pas trouver de carburant. En tout cas, je ne pourrais connaître leurs raisons. Mais pour nous qui allons vers ces zones-là, on sait comment les difficultés qu'on rencontre justement pour avoir accès à ces zones-là. Comme moi je le dis, chaque année, depuis un certain temps, moi, chaque année, je fais le tour du Togo, de Lomé à Dapan pour voir les réalités, pour circuler dans les villages, dans les villes. Je sais comment les difficultés qu'on a pour avoir accès à ces villages-là, à ces zones aussi reculées. Mais donc, du coup, je pourrais imaginer les limites de ces autorités-là pour pouvoir accéder à ces villes. Sinon, je ne crois pas. C'est vous qui dirigez, je ne crois pas que vous devrez avoir peur d'aller dans une localité si vous-même vous sentez légitimé, au fait, en réalité. Normalement.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres raisons que vous pensez qui pourraient justifier, même pas seulement au niveau de nos gouvernements, je pense même qu'au niveau de nos associations? Oui, la société, peu, oui, hein. c'est pas seulement au niveau de Moi, gouvernement. quand je prends par également. exemple les associations, moi je dirais, moi je parle pour ma part. Hein. Je dis par exemple, dans les zones urbaines, le terrain a déjà été balisé. Oui. Donc facilement, je sais que je fais comme ça, je fais comme ça. Maintenant, à l'intérieur, il y a quand même ce mythe-là. Moi, je vais mettre le côté mythe. On dit par exemple, il y a des zones où il y a des sorciers, il y a de ceci, il y a de cela. Qui est-ce que je vais aller voir pour pouvoir? Donc du coup, si tu n'as pas quelqu'un qui est ressortissant de la localité, ce sera quand même difficile d'y aller. Moi, je me dis, c'est... Parce que moi, par exemple, des fois, je dis, j'ai bien envie d'aller dans telle zone pour faire telle chose. Et je dis, mais je vais me lever comme ça et aller. On va me demander, toi, là-même, c'est qui? Tu fais quoi ici? Et puis, ça, tu bloques dessus. Or, facilement, je peux aller à la mairie 5 ici. Je dis, je veux faire tant. Le même me dit, OK, donc c'est ça. Fais ton truc, quoi. Donc, je me dis qu'il y a ce petit mythe-là que peut-être nous, en tant qu'association, mais en tant qu'OSC, on doit essayer de briser pour vraiment aller un peu plus en profondeur. C'est très important également. Et je pense qu'il faut qu'on pense à déconstruire ces mythes. Beaucoup de personnes ont peur quand même d'aller en milieu rural. Et comme l'a dit le docteur, c'est ça. On a l'impression que ça va nous demander beaucoup plus de ressources. C'est un terrain vierge. C'est maintenant qu'il faut penser. C'est maintenant qu'il faut peut-être travailler avec la localité, avec la communauté qui n'est peut-être pas accessible. Alors qu'en milieu rural, il y a beaucoup de personnes qui comprennent la thématique. Quand on vient, on fait très rapidement, on rentre à la maison, on fait nos rapports, on va dire que j'ai fait. Alors quand tu vas en milieu rural, tu vas sentir ça. Tu vas sentir que tu as fait activité. Tu sais que tu as fait. Et ton rapport, c'est un rapport consistant, c'est un rapport qui est vrai. Alors, Eric, Sourou, non préféré. La question que je me pose, ça fait quand même beaucoup de centaines d'années qu'on est en train de lutter. Chaque 8 mars, on est là, on crie droit des femmes. Chaque jour, on crie droit des femmes, on crie droit des femmes. Mais ça peine quand même qu'en 2025, on a l'impression qu'il y a des femmes qui continuent toujours pas être victimes, de ne pas bénéficier de leurs droits fondamentaux, même le droit à la vie, qu'on a l'impression que c'est un droit basique. Oui. Pourquoi? Vous savez, le pourquoi, je crois qu'on l'a déjà dit, mais je vais encore le répéter, peut-être malheureusement, c'est manque de volonté. Et j'ai quand même de la peine à le dire, c'est manque de volonté politique. En tout, c'est-à-dire, la base de tout, de toutes les luttes, de toutes les luttes de libération, il faut une volonté politique. La volonté politique, quand elle n'est pas là, et elle fait reculer tous les engagements qu'on a eu à prendre. Et on se réjouit, et moi je le dis, je donne un exemple tout à l'heure, quand je parle de volonté politique, quand vous allez voir les sénateurs nommés, très récemment, au Togo, sur les 20 sénateurs nommés par le président de la République, il y a 10 femmes et 10 hommes. C'est-à-dire, quand vous prenez justement cet exemple, vous voyez que si on le veut, on peut le faire. C'est un peu ça. C'est-à-dire, quand il y a la volonté, on arrivera à tout. Quand il y a la volonté, on met les dispositions pour pouvoir mettre en pratique les engagements que nous-mêmes nous avons pris, les engagements que nous-mêmes nous avons signés, les engagements ou les promesses que nous-mêmes nous avons fait à nos concitoyens, ou encore respecter en fait nos propres paroles que nous avons données à nos concitoyens. En réalité, la lutte pour l'égalité, ce n'est pas pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même qu'on soit vrai. Et ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 20 ans. C'est encore pour longtemps. Et malheureusement, c'est à la l'allure où vont les choses. Et l'ONU Femmes l'a dit, et tout, vous pouvez le lire dans les rapports de cette année. On a encore 137 ans pour pouvoir songer à atteindre l'égalité. Malheureusement, c'est-à-dire on a encore du temps, du chemin à faire. Et on a ce chemin à faire si les choses ne changent pas, si on ne met pas en place, on n'exprime pas cette volonté politique, si on n'exprime pas cette réalité de pouvoir faire changer les choses, si on ne s'engage pas vraiment sur la lutte, on pouvait prendre énormément de temps. C'est vrai quand même. Alors, docteur Ingrid, aujourd'hui également, on se pose la question, parce qu'il y a des hommes même qui pensent qu'on en fait trop, pas des hommes comme Eric. Il y a des hommes qui pensent que nous, les femmes, on a tout ce qu'on veut.
Apparemment, on dit qu'actuellement, c'est au Togo qu'il fait bon vivre d'être une femme. Mais on a l'impression quand même que sur le plan pratico-pratique, il ne fait pas forcément bon vivre d'être une femme. Du tout, hein. Ou bien est-ce que chez vous, quand même, il fait très bon vivre d'être une femme au Togo? Même pas, même pas. Moi, je dirais que les gens mélangent les pédales au fait. Oui. Les gens mélangent les pédales malheureusement. Parce que moi, je me dis, c'est pas parce qu'il y a des mouvements qui se sont levés pour dire qu'il faudrait que les femmes soient à telle position et que les choses sont en train de changer, que les gens vont me dire qu'il fait bon vivre. Ces femmes-là qui sont à cette place-là, est-ce qu'elles n'ont pas le potentiel? Est-ce qu'elles n'ont pas la carrure qu'il faut pour être à cette position? Ce n'est pas une femme qu'on a pris à la maison en train de dormir et on a déposé que, ok, devient première ministre ou alors devient ministre de ceci. Ce sont des femmes qui ont un background. Moi, je dis qu'au-delà de dire on me fait la lutte, il faudrait que les parents également entrent dans la lutte. C'est-à-dire, éduquons les futurs parents, on va dire, les futurs parents ou bien les futurs leaders de demain. Leader, oui. Voilà. Comme ça, quoi. C'est-à-dire, ne pense pas que parce que tu es un homme, tu es plus fort ou bien tu es plus non. Cette femme qui chemine avec toi a les mêmes droits que toi. Moi, je pense que si nous grandissons ainsi, nous avons eu cette grâce-là d'être peut-être dans un moule ou bien dans une société qui nous a donné accès à l'information. Ces filles-là qui n'ont pas l'information et qui représentent sûrement plus de 70% des filles, vous voyez que ça fait beaucoup. Mais si on se dit que nous, futurs parents, nous avons des filles à qui nous inculquons le bon message. Nous travaillons avec les localités urbaines et rurales et que le bon message passe. Moi, je pense que facilement les choses se feront. Mais malheureusement, que les gens oublient qu'il fait bon vivre d'être femme. Non, non, non. Hein. Si tu n'as pas la compétence, je suis désolée, tu n'auras aucun poste. Et les femmes, ça devient tellement... tout devient compétitif au fait. Oui. Et je me dis que on doit laisser la compétition, on doit marcher vraiment main dans la main, en essayant de mettre sur pied des solutions pour les femmes, mais réfléchies par des femmes et par les pro-féministes. Pourquoi? Je suis femme, je sais ce qu'il me faut pour atteindre tel objectif. Je peux facilement lutter ou bien leur rédiger des plaidoyers pour cela. Si je dois laisser un homme faire cette lutte-là pour moi, on va rester comme ça. 2055, on sera déjà un peu âgé. Quand nos enfants seront assis ici, là, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ils vont redire la même chose. Ça, c'est ma crainte. Donc moi, je dis, les femmes, mettons nos mains dans la main et développons des solutions pour les femmes, par les femmes. C'est-à-dire, on doit vraiment sentir qu'il y a des choses qui se passent. En tout cas, moi-même, actuellement, je réfléchis et je me pose la question, dans quelle mesure la société actuelle, malgré toutes les sensibilisations, malgré toute la volonté politique, on a une femme première ministre, on a beaucoup de femmes qui sont à des positions élevées, mais on a l'impression que c'est notre capacité reproductive qui est mise en avant. Lorsque tu discutes avec un, on va te dire que tu es boss dehors. Lorsque tu rentres à la maison, tu n'es plus boss. Tu deviens la femme soumise. Que non, il faut aller discuter avec la PM, il faut aller discuter avec les grandes dames. Elles vont te dire que lorsqu'elles rentrent à la maison, elles sont soumises, elles sont calmes, elles font la cuisine. C'est faux, il faut pas la cuisine. En tout cas, moi, vraiment, je me pose la question. Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un jour où ça ne sera pas seulement, excusez-moi, notre utérus et nos mains pour faire la cuisine, la vaisselle, que les personnes vont remarquer lorsqu'ils voient une femme? Je dirais non. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi je dis non? C'est que... Non, il ne faut pas avoir mal. En tout cas, moi, je parle... Faut être honnête. Je parle en étant... Ça me fait mal de dire cela, mais malheureusement, pour le moment, c'est le schéma que moi, je suis en train de voir. Pourquoi? Vous voyez, en Afrique, quand tu as 30 ans et que tu n'as pas un enfant, tu es la maudite de la famille. Parce que oui, c'est toi qui as des diplômes, mais malheureusement, tu n'as pas d'enfant. À côté, ta soeur qui a 25 ans et qui a 5 enfants, elle est plus considérée dans la famille parce qu'on dit en griffe, elle au moins, elle nous a fait des enfants. Si elle meurt aujourd'hui, là, on va voir ses enfants. Si toi, tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous laisses? Mais est-ce que c'est ça le souci? Si je fais des enfants que je ne suis pas heureuse, qui prend ce linge? Qui considère cela? Personne. On se dit non, arrêtez de fréquenter, arrêtez. Moi, je dis, on peut y arriver, mais ça va prendre du temps. Déjà pour changer la mentalité.
Parce que c'est vrai, il y a des filles qui sont éduquées, qui comprennent la chose, mais à côté, il y a encore ces jeunes filles-là qui ne comprennent pas cela. Parce que maman a dit non, toi là déjà, j'ai une maman actuellement qui mène la vie dure à sa fille. Sa fille a 19 ans, elle lui dit qu'elle est déjà trop vieille. Elle n'a qu'à se marier. Qu'elle doit se marier. Elle me dit, ans. docteur, il faut convaincre ta petite soeur pour qu'elle se... Elle me dit, mais maman, la petite dit qu'elle veut que docteur laisse ça là. Que toi, maman, tu l'avais dit. Il dit, maman, c'est pas moi le problème, c'est ta fille. Ta fille veut être ça. Il faut l'accompagner. Que non, c'est comme ça, elle va faire. Et puis, dans 2 ans, là, qu'elle va vouloir avoir un enfant, ce sera compliqué. Il dit, mais dans votre fille, ça ne vous donne pas des enfants, ce n'est pas votre fille. Que non, elle va venir sur terre pour faire quoi? Tu imagines une dame qui parle comme ça. Ça veut dire qu'il y a une communauté comme ça de femmes actuellement qui réfléchissent ainsi. Pour elles, leurs filles doivent se marier très vite pour avoir des enfants. Sinon, ça n'aurait pas été la peine pour elles de concevoir. Est-ce que tu ne vois pas que la lutte est compliquée, est assez corsée? C'est assez corsé parce que je pense que, comme vous l'avez dit, on a aussi des femmes qui font regresser la lutte en quelque sorte. Non, en fait, elles ne font pas regresser la lutte. C'est leur rôle en réalité. Je parle du système patriarcal tout à l'heure. Ah oui. Le patriarcat, ce n'est pas seulement les hommes qui en sont des gardiens. Non. Le patriarcat, c'est un système très bien enraciné où ce sont les hommes et certaines femmes, et les femmes même d'ailleurs, pour ne pas dire qui en sont les gardiens. Parce que en réalité, si les femmes se désolidarisent toutes de ce système-là, ce système pourrait tomber. En tout cas, c'est-à-dire, c'est une racine. Et tout le monde en tient. Parce que moi, je le dis, aujourd'hui, quand on prend cela, et comme le docteur l'a dit, vous arrivez dans certaines communautés et vous parlez justement de la libération des femmes ou de l'autonomisation des femmes, où les femmes peuvent faire ceci, les femmes peuvent faire cela. Ce sont les femmes elles-mêmes qui vont vous lapider. Elles vont vous lapider, elles vont vous chasser en réalité. Vous voyez? Donc en réalité, elles ne font pas reculer la lutte. Elles sont esclaves d'un système. Donc du coup, elles ne se... Quand vous êtes moulu, c'est-à-dire quand c'est comme ça que vous êtes fabriqué. Et c'est comme ça qu'on vous a appris toujours à réfléchir. Vous voyez? Donc, par exemple, pour discuter avec ces femmes, pour pouvoir, avec la maman là, pour pouvoir la déconstruire, pour pouvoir la faire changer de modèle, il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup d'énergie, il faut beaucoup investir pour pouvoir faire changer cette femme là, parce qu'elle a grandi comme ça, elle a été éduquée dans un milieu qui est comme ça, et là, ce n'est plus... tout ce qu'elle fait, elle ne le fait pas sciemment pour faire reculer la lutte que vous menez, mais elle fait justement son travail, qui est un travail de contribuer à l'élévation de cette société dans laquelle nous vivons. En réalité, c'est ça. C'est-à-dire, c'est ce que la société demande. Et elle ne fait que son travail pour la société. En ne sachant pas que en faisant cela, elle est en train d'enraciner ou bien d'arroser justement un système qui oppresse les femmes. Mais moi, ça me dérange un peu. Hein, parce que si aujourd'hui on parle d'autonomisation de la femme, pour moi, ça me dérange. Okay. Parce que j'ai un peu l'impression que les femmes ont toujours été autonomes à leur manière. Parce que j'ai l'impression qu'on ne le voit peut-être pas, mais je vois très rarement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais je vois très rarement des femmes qui sont à la maison, qui dorment sur le laurier. Elles font beaucoup d'efforts. Peut-être papa va te remettre 30 000 pour aller payer l'écolage, mais moi je me rappelle que chaque jour quand on rentrait des cours, il faut retourner à l'école après-midi. C'est maman qui donnait les 53 chaque jour, c'est maman qui donnait les 100 francs. Moi je veux payer ça, faire ça. Et j'ai un peu l'impression que les femmes africaines n'aiment pas rester à la maison. Elles font ça à gauche, elles font ça à droite. Peut-être on parle d'autonomisation en quel niveau? Autonomisation corporelle, autonomisation en termes de positionnement au niveau des places décisionnelles ou autonomisation financière. Sinon, j'ai l'impression que... En réalité, justement, tu as fait les points. Et justement, l'autonomisation part d'une chose. De pouvoir décider soi-même. Je ne sais pas. En fait, aujourd'hui, et je te le dis, quand on va dans une discussion et dans un couple, et je ne sais pas quel pourcentage je pourrais prendre, plus élevé, quand on discute, la décision finale revient à l'homme. C'est-à-dire, la femme dit ce qu'elle a dit, elle a sa position, elle exprime ce qu'elle a dit, elle peut être n'importe qui, elle exprime même mais quand le papa vient à la maison avec les enfants, ou bien quand il faut faire ceci, faire cela, en ce qui concerne la femme elle-même, c'est l'homme qui décidera. Ou encore, plus ou moins, même si l'homme ne décide pas, ça serait la parole de justement ça serait de la parole de la femme de l'homme à la fin qui va dire ah oui papa tu as raison hein. En réalité parce que elle ne veut pas débattre ou la société a dit que bon
c'est lui qui aurait toujours raison, en fait. Ah oui, c'est en ça que l'autonomisation, ça dit quand on parle d'autonomisation, ce n'est pas l'autonomisation économique, ce n'est pas l'autonomisation de faire ceci, non. L'autonomisation de pouvoir décider, la capacité de pouvoir décider pour elle-même. De pouvoir entreprendre, de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela, de pouvoir construire, en tout cas, de pouvoir décider, l'autonomisation corporelle aussi, de pouvoir décider de faire un enfant ou pas, de pouvoir décider de... tout ce qui concerne elle-même, sa position et de construire la société, de pouvoir comment je vais élever mes enfants. Mais en réalité, aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Ça, on n'en est pas encore là. On en est que là, on est très loin de là. Donc, du coup, pour moi, c'est un peu ça. Je pense que c'est très important. Merci beaucoup pour ces précisions. Parce que c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas la lutte. Oui. Pour je dis que qu'est-ce que vous demandez? Aujourd'hui, les femmes vont à l'école, les femmes font ci, les femmes font ça. Mais je pense que c'est un point très important. Est-ce qu'on le fait parce qu'on a envie de le faire ou est-ce qu'on le fait pour plaire à la société? Pour plaire à un mari, pour plaire à un petit ami, pour faire ci, etc. Et tout. Et là, la question qui revient, parce que le docteur l'a dit, après tout, j'ai l'impression qu'après tout, on restera des femmes. Je ne sais pas, des fois, c'est ce goût amer qui reste dans ma gorge. J'ai un peu l'impression qu'après tout, on restera des femmes. Donc, aujourd'hui, comment on peut penser l'autonomisation des femmes pour être en accord peut-être avec nos prescriptions religieuses, avec nos prescriptions culturelles, etc. Ce sera assez difficile parce que dans la Bible, bien dans le Coran, dit c'est l'homme qui est le chef de famille. Toi, femme, sois soumise. Toi, homme, aime ta femme. Et puis, on s'arrête là. Maintenant, que ce soit les élites religieuses, que ce soit, c'est-à-dire chrétiens, musulmans, peu importe, pour eux, tu es femme, tu es soumise, point barre. Quand tu es soumise, c'est-à-dire tu ne prends aucune décision. Ton mari te dit on monte, toi tu montes. On dit pas où. Tant pis quoi, c'est-à-dire tu marches comme ça quoi. Mais à l'heure actuelle, moi par exemple, j'aimerais, bien je rêve d'un monde où la femme dit par exemple, chérie, je pense qu'ici tu as eu tort, on fait comme ça. Et le mari dit, ah, apparemment tu as raison, suivant ce que tu es en train de dire. Ou bien par exemple d'un monde où la femme, elle est chef de service par exemple quelque part, et quand elle prend une décision, les hommes à côté ne ruminent pas. Parce que malheureusement, j'ai vu la dernière fois un post, je ne sais pas si c'est Facebook ou bien WhatsApp, je ne sais plus trop, qu'il y a 2 jeunes hommes qui vont pour un entretien d'embauche. Et quand ils arrivent, ils se rendent compte que c'est la femme qui est le chef de l'entreprise. Et ils disent qu'eux, ils sont là, même s'ils cherchent le boulot là, ils ne vont jamais se faire diriger par une femme. Donc, ils préfèrent repartir à la maison. C'est juste pour te dire comment c'est difficile, quoi. Donc, je me dis déjà, nous femmes, moi, ce que je demande à mes petites soeurs, à mes grandes soeurs, à mes mamans, c'est ayez le courage, que ce soit en société, que ce soit en famille, que ce soit dans le couple, de revendiquer ce qui vous revient de droit. Même si à la fin, vous êtes appuyé, acculé, revendiquez quand même. Et c'est difficile de dire, par exemple, je mets fin à un mariage parce qu'à côté, la société va dire, c'est toi la femme divorcée, c'est toi qui abandonne les enfants, c'est toi, c'est toi. Mais pensez à votre santé mentale. Parce que malheureusement, plein de femmes sont dans des mariages ou bien dans des boulots. Elles ne veulent pas démissionner juste parce qu'on va dire que, oh, Amé a chance, celle-ci, qu'est-ce qu'elle veut nous prouver même? Elle veut montrer qu'elle est forte plus que qui? Elle veut montrer qu'elle sait faire quoi plus que qui? C'est comme ça que tu vas faire, c'est comme ça que tu vas faire. Mais moi, je dis, pour moi, je prends la peine d'éduquer mes enfants en les inculquant ces valeurs-là. C'est-à-dire, si un parent a une fille, éduque ta fille de telle manière qu'elle peut revendiquer demain ses droits, quoi. C'est le strict minimum, parce que sinon, tu seras une machine, au fond, ou un robot. Tu vas marcher juste pour la société en t'oubliant. Et à la fin, quand tu vas aller chez Dieu, Dieu va te demander que, mais toi, que j'ai envoyé sur terre, là, qu'est-ce que tu as fait au juste? Tu as juste fait de suivre ce que les gens ont dit. Toi-même, est-ce que tu as vécu étant heureux? Parce que malheureusement, à la fin, il n'y a que toi et toi seul. Hein? Les autres à côté, chacun va se contenter de sa vie. Mais toi-même, est-ce que ce que tu fais là, est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec des copines il n'y a pas très longtemps. Je dis, il y a de cela 5-10 ans, on pointait du doigt ces jeunes filles-là qui revendiquaient, qui disaient que dans tous les cas, moi je veux un homme qui est riche, je veux ceci, je veux cela. On disait non, on veut l'amour et tout et tout. Mais tellement la société devient bizarre quand tu te demandes, est-ce que... C'est vrai que je déforme le débat, mais c'est juste pour dire que
est-ce que c'est ça, quoi? C'est-à-dire, prenons des décisions, assumons-les, revendiquons nos droits, quoi. Sinon, en tout cas, on est très loin de cette égalité-là. On est très loin de cette égalité. La preuve en est, il y a moins de 3 mois, cette jeune fille que le papa donnait en mariage, pour combien, et qui est décédée. Malheureusement. Vous voyez comment la société même continue pas à condamner, malgré les lois qui sont là, malgré les peines, malgré. Je ne sais pas ce que le papa est devenu aujourd'hui, mais la petite, elle est sous pied sur terre, elle est partie. Et malheureusement, il y a encore une jeune fille, à l'heure où on parle, qui est en train d'être donnée en mariage quelque part. Ça, il y a une jeune fille qu'on est en train de faire une excision. Il y a une jeune fille, il y a tellement d'histoires qu'on se dit, oui, le 8 mars, mais pensons autrement, quoi. Sinon, moi, ça me fait mal au cœur. Oui, ça fait mal. Moi, quand je repense à tout ça, ça me fait mal parce que je me dis, ça aurait pu être moi. Ouais. Ça, c'est vrai. On a l'impression que oui, je suis en milieu urbain, je suis éduquée, etc. et tout. Mais ce que aussi nous rencontrons dans le monde, quand tu rentres dans le monde professionnel et puis tu rencontres l'inégalité comme ça, le sexisme à haute dose, tu es posé, tu dis d'accord. Et c'est ça, quoi. Il faut qu'on pense à un mot du genre, ça aurait pu être moi. Donc, quand ça touche une femme, il faut que nous tous nous mobilisons. Alors là, je me pose également la question, comment on va penser à cette mobilisation, à cette lutte-là, toujours en respectant le cadre culturel, le cadre social qui nous unit et le cadre religieux également, parce que l'Africain est très religieux. Et il ne faut pas aller à l'encontre de Dieu. En réalité, c'est difficile, et attention, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire. C'est important. Les chrétiens et les musulmans chrétiens catholiques et les musulmans sont actuellement en carême. Donc, il ne faut pas que j'offense. Mais attention, c'est-à-dire, la Bible, c'est un livre sacré. Le Coran est un livre sacré aussi. Mais quand on lit l'histoire et qu'on fait le lien, on se rend compte que ce n'est pas en réalité le livre qui est le problème, mais l'interprétation qu'on donne à ces livres qui est un problème. En réalité, quand vous comprenez, et moi je prends toujours l'exemple que les gens mettent devant et tout, quand on dit que l'apôtre Paul a dit, femme, sois soumise à ton mari et tout, mais les gens oublient cet aspect, ou bien cette même phrase qui dit, homme, aime ta femme. Et justement, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Et moi, en tant que chrétien, quand je vois aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, et quand je vois l'amour que Christ a donné à l'Église, je me dis, mais en réalité, est-ce que vous comprenez cette phrase-là en réalité? Vous voyez? Donc, en fait, ce n'est pas la Bible en réalité le problème. Ce n'est pas le Coran en réalité le problème, mais l'interprétation religieuse qu'on donne à ces livres saints qui est un grand problème. Et pour moi, c'est l'éducation et le changement de doctrine qu'on doit prôner dans ce sens-là. En réalité, quand vous prenez moi la Bible, que je connais bien d'ailleurs, quand vous prenez la Bible et quand vous lisez avec l'esprit qui va te guider, quand tu vois la place que la Bible donne à la femme, et quand j'écoute les prédications parfois, et moi ça m'était arrivé plusieurs fois d'écouter des prédications, de sortir, c'est-à-dire de partir, ou même tout simplement parce qu'en réalité je me dis non, ce que vous dites, je ne sais pas quel esprit vous a dit ça, mais en réalité, vous passez à côté de la plaque de ce qui est écrit, parce que nous aussi on a été à l'école, nous aussi on est des chrétiens, on a été élevés, l'esprit qui vous anime, nous anime aussi, mais nous on ne comprend jamais les choses de la même façon. En réalité, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, c'est que il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on y va au-delà de la religion. Parce que aller au-delà de la religion, c'est-à-dire, de prier, de dire Amen. Amen, amen à tout. C'est très dangereux de dire amen à tout, parce que la parole de Dieu même nous a donné la connaissance de pouvoir discerner. En fait, c'est ce que moi je dis, en tant que chrétien, moi, je le dis tout simplement, de pouvoir discerner. Et moi, par exemple, Dieu ne peut pas aimer ou ne t'accepterait jamais que la femme soit pressée par l'homme. En réalité, la femme n'a pas été créée justement pour être oppressée. C'est-à-dire, je me dis, quel Dieu pourrait accepter cela, de pouvoir soumettre une race à l'esclavage. En réalité, c'est un peu ça. Et quand je me dis, il faut qu'on se réveille, il ne faut pas qu'on s'attarde justement sur ces choses aussi. Et quand je prends l'aspect de on vient de parler de la religion, quand je parle de l'aspect de la culture aussi, en réalité, c'est un peu ça aussi. Les cultures, quand vous allez dans les cultures aussi, les cultures sont justement faites pour pouvoir nourrir le patriarcat, pour pouvoir justement donner vie à ce système patriarcal. Parce que si les cultures sont
ce que nous ne savons pas, c'est que les cultures sont très dynamiques. Ça dit, quand vous me dites que non, que c'est comme ça que ça se fait chez nous, en réalité, ce n'est pas comme ça que ça se fait d'autres ailleurs. Donc, quand vous dites que non, que chez moi, c'est toujours comme ça, chez l'autre, ce n'est pas toujours comme ça. Donc, il ne faut pas souvent qu'on transcende nos cultures, les réalités de chez nous dans une communauté où tout est dynamique et que tout peut changer à tout moment. Donc, c'est très important qu'on fasse vraiment attention à cela. Il faut vraiment qu'on fasse attention aussi aux pesanteurs socio-culturels que nous avons. Il faut qu'on essaie de déconstruire tout ça. C'est vrai quand même. La réalisation est en train de serrer mon cou. Apparemment, on doit aller très vite. On a beaucoup discuté. C'était très intéressant. Alors, très rapidement, Dr Ingrid, quel serait votre mot de fin? Mon mot de fin, ce sera le 8 mars. Déjà, bonne journée de célébration, ou bien de revendication, ou bien d'état de lieu des droits des femmes. La lutte ne s'arrête pas, la lutte continue. Chère sœur, que ce soit petite sœur ou grande sœur ou maman, connais-toi, connais tes droits, apprends à revendiquer tes droits. Ne reste pas là parce que la religion ou bien la tradition a dit « tu es femme, tu dois être soumise » et tu acceptes qu'on te marche dessus n'importe comment. Moi, je dis non à cela. Et je vais continuer par dire non à cela jusqu'à. Donc, c'est, oui, célébrons ces grandes dames-là, mais aspirons aussi à devenir ces grandes dames-là et donnons la chance, là je parle aux autorités qui nous écoutent, donnons la chance à ces jeunes filles qui sont dans les zones rurales de devenir également des rôles modèles dans la société afin de créer un monde vraiment inclusif en mettant sur pied des discussions avec toutes les différentes parties prenantes pour pouvoir atteindre vraiment cette inclusivité qui pour moi reste la pièce maîtresse si on veut vraiment faire changer les choses. Merci beaucoup, docteur. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Eric, très rapidement, 30 oui. secondes. Merci beaucoup. Je crois que mon mot de fin, docteur l'a dit tout à l'heure aussi, c'est être plus inclusif, ne laisser personne de côté. Parce qu'on ne peut pas atteindre cette égalité ou bien atteindre les objectifs de développement durable et en laissant une majorité, une partie aussi majoritaire de côté. Donc, nous laissons personne de côté. Entre les femmes, il faut savoir que les besoins des femmes ne sont pas identiques et il faut cette intersectionnalité de façon prendre en compte les besoins de façon spécifique et tout. Donc le concept de tout cela a justement tout son sens ici et qu'il faudrait prendre en compte tous les aspects. Merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci également Dr Ingrid. Merci Eric. Merci également pour ce vibrant panel, je peux le dire ici. Alors 8 mars, il faut célébrer les acquis. Mais il ne faut pas perdre de vue la lutte. Nous sommes encore très loin de l'égalité. Nous sommes très loin des droits fondamentaux des femmes, de nos filles. Et il faut que nous continuions pas les revendiquer. Il faut que nous continuions à lutter, à nous battre pour nos sœurs, pour nos enfants, pour nos filles qui arrivent. Et pensons inclusion. Pensons inclusion, pensons ne laisser personne derrière. Pensons à ces femmes en situation de handicap, ces femmes déplacées, ces femmes en situation de guerre. Ces femmes également qui sont pour la plupart des cas oubliées. Et allons ensemble, travaillons ensemble et espérons quand même atteindre cette liberté. On se retrouve la semaine prochaine. Merci également à toutes et bonne célébration à toutes les femmes et à tous les hommes pro-féministes également qui travaillent avec nous. À très bientôt.